Bastien, pour te répondre directement, oui, c'est en effet parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'y joue régulièrement et je vais d'ailleurs profiter de ton mail pour en faire une vidéo. Aujourd'hui, pour notre génération, le mot jeu rime avec League of Legends, Hearthstone, Dota 2, Counter-Strike, Call of Duty, StarCraft, GTA, Minecraft, Assassin's Creed, World of Warcraft et j'en passe. Pourtant, il y en a un, nommé le noble jeu et surtout le roi des jeux, vieux de plus de 1400 ans pour lequel toute personne ne peut qu'avoir du respect. Les échecs. Depuis le 6e siècle, ces derniers sont considérés comme un défi intellectuel et le plus abouti des jeux de stratégie. En plus d'être le roi des jeux, il est également officiellement un sport reconnu mondialement. Oui, le sport n'est pas forcément une activité physique. Le terme sport a pour racine le mot de vieux français des sports, qui signifie plaisir physique ou de l'esprit. Comme la plupart des autres sports, il existe donc des championnats départementaux, régionaux, un championnat par pays et un championnat du monde. À savoir que la Fédération internationale des échecs, la FIDE, a été fondée en France, à Paris, en 1924. Elle compte aujourd'hui 172 nations membres. Sa devise, Gen Una Sumus, qui signifie « Nous sommes une seule famille ». Et pour ceux qui s'obstinent à croire que le sport ne rime qu'avec activité physique, sachez que certains matchs d'échecs durent des semaines, et qu'après une journée de partie, les champions ont perdu plusieurs kilos. Ce qui fait également la grande force de ce noble jeu, c'est son univers complet qu'il s'est construit au fil des siècles, avec des histoires tumultueuses, des champions assez atypiques, des théories, des légendes, de la littérature, etc. Les échecs ont même leur propre déesse, nommée Caïssa. Selon la légende, Euphron, le dieu des sports et frère de Vénus, aurait créé les échecs pour que Mars, le dieu de la guerre, l'offre en cadeau à Caïssa et arrive ainsi à la séduire. Mais la légende la plus célèbre sur l'origine du jeu d'échecs reste le mythe du Brahman Sissa, qui raconte l'histoire du roi Belkib en Inde, 3000 ans avant notre ère, qui cherchait à tout prix à tromper son ennui. Il promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d'échecs, le souverain, enthousiaste, demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Sissa demanda alors de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Le roi accorda alors immédiatement cette récompense en apparence modeste, mais son conseiller lui expliqua qu'il venait de signer la mort du royaume, car les récoltes de l'année ne suffiraient à s'acquitter du prix du jeu. En effet, sur la dernière case de l'échiquier, il faudrait déposer plus de 9 milliards de grains, et ajouter le total des grains déposés sur les cases précédentes, ce qui fait un total de plus de 18 milliards de grains, soit environ 41 000 tonnes de riz décortiqué. Mais l'histoire bien réelle des échecs n'a rien à envier à ces légendes, elle a aussi son lot de gloire et de rebondissements. Plusieurs nations ont dominé le monde des échecs au fil de l'histoire. Les Arabes jusqu'au XIVe siècle, l'Espagne au XVe siècle, l'Italie au XVIe et XVIIe siècle, la France au XVIIIe siècle avec notre célèbre joueur Philidor, reconnu mondialement, qui a d'ailleurs enseigné les échecs à Louis XVI et qui jouait régulièrement avec Rousseau ou Voltaire. Robespierre et Bonaparte en étaient également très adeptes. Au début du XIXe siècle, c'est la Grande-Bretagne qui domine, puis l'Allemagne, fin XIXe et début XXe, et enfin la Russie après la Seconde Guerre mondiale et particulièrement durant la guerre froide. En effet, les soviétiques dominaient le monde des échecs à cette époque, notamment car ces derniers avaient fait des échecs leur sport national. Ils y dépensaient des sommes astronomiques, avaient des centaines de grands maîtres et remportaient tous les tournois et toutes les olympiades d'échecs. L'URSS utilisait le jeu d'échecs en pleine guerre froide comme preuve de sa supériorité intellectuelle par rapport à l'Occident, considéré comme décadent. C'est alors qu'apparaît de nulle part, en 1956, un joueur non soviétique, américain qui plus est, qui commence rapidement à dépasser tous les autres, un certain Bobby Fischer, maître et champion des États-Unis à 14 ans, grand maître international à 15 ans, et qui remporta le championnat des États-Unis 8 fois sur 8. Beaucoup s'accordent sur le fait que Bobby Fischer était aux échecs ce que Mohamed Ali était à la boxe. Ces parties sont considérées pour beaucoup d'entre elles comme des chefs-d'œuvre impérissables. Le monde entier a alors les yeux braqués sur ce génie américain, le seul capable de battre les grands maîtres invaincus de l'URSS, et son champion du monde Boris Spassky. Si on résume la situation, on est quand même en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS essayent de se surpasser sur tous les points,
Et voilà qu'arrive le championnat du monde d'un jeu où la victoire représente la supériorité intellectuelle. Et bien sûr, qui arrive en finale en 1972 pour en découdre avec le champion du monde russe après avoir battu tous les autres grands maîtres soviétiques, notre bon vieux Bobby Fischer évidemment. Ce qui donne une finale États-Unis contre URSS en pleine guerre froide, sur un jeu qui prouvera symboliquement qui est le plus intelligent. Ça a bien sûr donné à cette finale du championnat du monde d'échecs une véritable dimension politique. Il s'agissait ni plus ni moins d'une guerre entre les deux plus grandes puissances de l'époque qui se jouait sur un échiquier. Imaginez un peu la pression que devaient avoir Fischer ou Spassky lors de cette finale qui s'est déroulée en Islande. Après 24 intenses parties durant tout l'été 1972, la finale fut remportée par l'Américain 12,5 à 8,5. Après cette brillante victoire, Fischer, qui avait un caractère très spécial, disparut sans raison du monde des échecs malgré plusieurs offres de plus d'1 million de dollars pour des matchs d'exhibition. Il ne se présenta même pas au championnat du monde suivant en 1975 et perdit donc par forfait devant un nouveau prodige russe des échecs, Anatoly Karpov, qui restera par la suite champion du monde jusqu'en 1985. Une autre figure emblématique de l'époque à retenir pour la culture générale est un autre joueur russe nommé Garry Kasparov, qui fut le plus grand rival de Karpov et qui lui prit d'ailleurs le titre de champion du monde en 1985. De nouveau, l'enjeu des parties d'échecs disputées entre ces deux grands maîtres allait bien au-delà de l'obtention d'un titre. En effet, il se trouve que Karpov est un conservateur russe, pro-URSS donc, et Kasparov est un partisan de la future nouvelle Russie. On retrouve donc encore une véritable dimension politique dans les affrontements. Les deux cas, comme on les appelle, ont disputé 144 parties. 104 parties nulles, 21 gagnées par Kasparov et 19 gagnées par Karpov. Je n'ai pas le temps de parler de tous les grands maîtres, mais il y a également eu un certain Viktor Korchnoi, dissident soviétique et réfugié politique en Suisse, qui est parvenu 2 fois en finale du championnat du monde face à Karpov, ce qui a énormément ennuyé les soviétiques qui ont fait pression sur lui de multiples façons. Ils ont d'abord instauré un boycott contre lui en déclarant aux organisateurs des tournois qu'ils avaient le choix entre la présence des joueurs soviétiques ou bien celle de Korchnoi. Son nom fut rayé des livres d'échecs et des revues soviétiques, les photos le représentant détruites, et ces parties ne furent pas publiées en URSS. Les autorités soviétiques demandèrent également à la Fédération internationale de lui retirer son titre de grand maître. Et pour couronner le tout, sa famille, restée en URSS, qui n'avait pas pu le suivre lors de son exil, fut en quelque sorte gardée en otage pour faire pression sur le joueur dissident. Et ouais, c'est pas avec des jeux comme League of Legends qu'on verrait des trucs pareils. Actuellement, le champion du monde en titre depuis 2013 est un Norvégien de 25 ans nommé Magnus Carlsen. Le Mozart des échecs, comme on l'appelle, fut le plus jeune numéro 1 de l'histoire des échecs à 19 ans. En mai 2014, le classement de Carlsen s'élevait à 2882 points Elo. Il s'agit du classement le plus haut de l'histoire, devançant celui de Garry Kasparov qui avait atteint 2850 points Elo en 1999. Ce dernier est d'ailleurs devenu l'entraîneur de Carlsen en 2009. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des classements, à partir de 2000 points, on a un niveau national, à partir de 2200, on est maître national, à partir de 2400, c'est maître international, soit environ 3400 joueurs, à partir de 2500, c'est grand maître international, soit environ 1500 joueurs, puis à partir de 2600, c'est les 200 meilleurs mondiaux, à partir de 2700, les 50 meilleurs mondiaux, et enfin, il n'y a eu que 9 joueurs à avoir réussi à dépasser les 2800 points Elo. Pour info, le meilleur joueur français s'appelle Maxime Vachier-Lagrave, 26 ans, classé 7ème mondial. Pour revenir à Carlsen, il est le joueur qui a été numéro 1 mondial le plus souvent, plus de 60 fois. En 2013, il a d'ailleurs figuré parmi les 100 personnes les plus influentes selon le magazine Time. Sa notoriété lui a par exemple permis de donner le coup d'envoi d'un match du Real Madrid, ou encore de rencontrer le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ou encore d'écraser Bill Gates en 79 secondes dans une partie en direct à la télévision. Contrairement à ce que pense la majorité des personnes, les échecs peuvent être très impressionnants à regarder. Les blitz de 5 minutes par joueur par exemple, ou encore les parties à l'aveugle. E4, E6, D4, D5. Roi, dame 4. Tour 5. Pion, roi 5. Fou E7. Cavalier C3. Fou H4, échec. Knight f3, Knight c6, bishop b5, knight f6, d3, d6, knight c3, knight d5,
Tiens, savez-vous ce qu'est une simultanée? Eh bien, tout simplement un grand joueur affrontant plusieurs autres joueurs en même temps. Le record du monde de simultané est détenu depuis février 2011 par le grand maître iranien Essam Gaem Maghami. Il a affronté durant 25 heures 614 adversaires en même temps, en finissant avec 590 victoires, 16 nuls et 8 défaites. Lors de la simultanée, il a parcouru une distance totale de 55 km en se déplaçant de table en table. Et puis ça va sans dire qu'il existe aussi des simultanés à l'aveugle. Ouais, comme si c'était pas assez. Le record d'une simultanée à l'aveugle est détenu par Mark Lang depuis 2011 qui a affronté 46 joueurs en même temps, en finissant avec 25 victoires, 19 nuls et 2 défaites. Le précédent tenant du titre, Miguel Najdorf, avait affronté en 1947 45 joueurs en même temps à l'aveugle, donc juste un de moins, mais avait fini avec de bien meilleurs résultats. 39 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Quand on assiste à ce genre de choses, on ne peut qu'être impressionné. Les capacités intellectuelles des joueurs d'échecs professionnels et en particulier leur capacité de mémorisation sont bien au-dessus de la moyenne mondiale. Les joueurs du top 10 se souviennent par exemple coup par coup de chaque partie qu'ils ont pu jouer au cours de leur carrière, alors qu'il y a pourtant une infinité de possibilités. Pour le premier coup, chaque joueur a théoriquement le choix à 20 coups possibles, et si on multiplie 20 par 20, cela signifie qu'il existe 400 positions possibles après le premier coup. Après seulement 4 coups, il y a plus de 300 milliards de possibilités. Il y a plus de parties à 40 coups qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Le nombre de positions théoriquement possibles durant une partie d'échecs est quelque chose comme 10, suivi de 45 zéros. C'est à peu près le nombre d'atomes dans le système solaire. Pas étonnant que certains grands joueurs ayant consacré leur vie aux échecs ont sombré dans la folie. À la fin, il leur manquait une case, sans mauvais jeu de mots. On peut citer le grand joueur polonais Akiba Rubinstein, 3 fois champion de Russie début 1900, qui révolutionna les échecs de son époque. Il souffrait d'une timidité maladive au point de partir se cacher loin de l'échiquier entre chaque coup pour ne pas gêner son adversaire. Avec le temps, sa sensibilité extrême et ses troubles mentaux, dont la schizophrénie, le coupèrent du reste du monde. On peut également citer Paul Morphy, grand joueur américain du 19e siècle et spécialiste des parties à l'aveugle. Il apparut aussi vite qu'il disparut. Sa carrière dura un peu plus de 6 mois, pendant lesquels il battit les meilleurs joueurs de l'époque tout en affirmant qu'il n'était pas un joueur d'échecs. Pour le prouver, il se retira du monde échiquéen sans raison valable et sombra alors dans la dépression. Le reste de sa vie fut dominé par une paranoïa importante et des délires de persécution. Il vécut reclus le reste de sa vie auprès de sa mère et de sa sœur qui le trouvèrent un jour mort dans son bain à 47 ans. Il errait souvent dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans en parlant avec des personnes invisibles. Il n'allait jamais chez le coiffeur de peur de se faire trancher la gorge et avait la manie de disposer des chaussures de femme en demi-cercle dans sa chambre et de les regarder longuement. Citons également l'Autrichien Wilhelm Steinitz, considéré comme le père des échecs modernes, qui fut le premier champion du monde officiel des échecs de 1886 à 1894 et qui fut le premier à étudier scientifiquement le jeu d'échecs pour en dégager les règles de stratégie. Il tomba dans la dépression et sombra petit à petit dans la folie. Il fut interné dans un asile psychiatrique de Moscou et commença par déclarer qu'il était capable de téléphoner à son secrétaire sans aucun appareil. Il fut ensuite persuadé d'émettre un courant électrique lui permettant de déplacer les objets à distance. Enfin, dans les derniers mois de sa vie, il affirmait jouer contre Dieu, en lui laissant un pion d'avance, car il tenait à ce que son adversaire omniscient gagne. Et puis bien sûr, n'oublions pas notre bon vieux Bobby Fischer, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire des échecs. Alors lui, il cumulait obsessionnel, paranoïaque, schizophrène, antisémite alors qu'il était juif, caractériel, victime d'un syndrome de persécution aiguë, reniflant des complots partout. Il finit reclus du monde jusqu'à sa mort en 2008. Ce qui fait d'une personne un grand joueur se trouve surtout dans sa capacité à anticiper. Les meilleurs anticipent chaque déplacement, chaque conséquence de chaque déplacement et ont une stratégie pour chacune des possibilités. C'est un processus mental complexe qui demande une concentration extrême et on imagine facilement qu'à un certain niveau, sur le long terme, cela peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Mais bon, il faut faire attention à ne pas généraliser non plus. Les exemples que je viens de vous citer sont des exceptions. La plupart des grands joueurs ne sont pas fous et d'ailleurs, au contraire, jouer régulièrement aux échecs apporte de nombreux bienfaits liés aux fonctions cognitives du cerveau, comme l'amélioration de l'attention et de la concentration, le développement de l'imagination, de la créativité, l'élaboration d'une stratégie avec un objectif à atteindre, la planification à long terme, la résolution de problèmes, une méthode transposable dans la vie réelle pour toujours prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Donc n'hésitez pas à jouer aux échecs sans modération, surtout qu'il est maintenant possible de jouer avec n'importe qui dans le monde, le tout gratuitement grâce à la magie d'internet et des nombreux sites d'échecs.
D'ailleurs, une récente étude explique que depuis moins de 5 ans, il y aurait 4 adultes sur 10 au sein de la planète qui connaîtraient les règles des jeux d'échecs, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. C'est un phénomène très récent lié au développement d'Internet. Mais si vous préférez regarder que jouer, alors je peux vous conseiller 6 bons films sur les échecs. La Diagonale du Fou, film franco-suisse sorti en 1984, inspiré des matchs de championnat du monde entre Karpov et Korchnoi. Un grand classique dans la culture échiquienne. 51-50 rue des Ormes, un film québécois sorti en 2009. Un jeune étudiant, à la suite d'une chute de vélo, se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et finit séquestré par une famille très spéciale. Le père de famille, champion d'échecs mais également tueur en série, lui propose alors un marché. S'il arrive à le battre aux échecs, il pourra s'en aller librement. La scène de fin vous restera dans la tête un sacré bout de temps, c'est moi qui vous le dis. Le Tournoi, un film français sorti en 2015. Carl Fournier, 22 ans, champion de France d'échecs, participe à un tournoi se déroulant sur 7 jours à Budapest. Grand favori, arrogant et immature, formaté pour gagner, il mène avec ses acolytes une vie complètement déconnectée du monde réel. Tout bascule lorsqu'il découvre un challenger inattendu, un jeune génie hongrois de 9 ans. Très bon film qui permet une plongée dans le monde professionnel des échecs qui est loin d'être reluisant sur beaucoup d'aspects. D'ailleurs, la musique de mon court-métrage 3 en 1 provient de ce film. La Défense Regine, sortie en 2001. L'histoire se passe en 1929, lors d'un grand tournoi d'échecs organisé dans une station balnéaire du nord de l'Italie. Alexandre Lugin, grand maître des échecs, y participe. C'est un homme excentrique, imprévisible et détaché du monde. D'une certaine manière, les échecs lui servent d'exutoire. Or, il tombe subitement amoureux d'une aristocrate russe destinée à un riche mariage. Et je ne vous en dis pas plus. Joueuse, encore un film français, sorti en 2009, qui raconte l'histoire d'une femme de chambre dans un hôtel en Corse qui découvre les échecs et se passionne pour ce jeu au point de tout mettre en œuvre pour maîtriser les règles jusqu'à l'excellence. Le Prodige, le dernier film en date sur les échecs, sorti en 2015, qui retrace la vie de Bobby Fischer, interprété par Tobey Maguire, le seul et vrai Spider-Man. La moitié du film est basée sur la finale du championnat du monde contre Spassky. S'il y a bien un film à regarder pour se cultiver sur l'histoire des échecs, c'est celui-ci. Et on va finir sur une petite touche d'informatique. Saviez-vous que l'un des objectifs des premiers informaticiens a été de mettre au point des machines capables de jouer aux échecs ? En 1997, Deep Blue, un super ordinateur créé par IBM, a été le premier ordinateur à battre un champion du monde en titre dans un match l'opposant à Kasparov. La défaite du champion de l'espèce humaine a fortement marqué les esprits à l'époque. En 2005, un autre super ordinateur nommé Hydra a battu le grand maître international et 7ème mondial Michael Adams, soit un score sans appel de 5,5 points contre 0,5. Enfin, en décembre 2006, le champion du monde Kramnik s'est fait battre par le nouveau logiciel Deep Freeze 4-2. En tout cas, on n'a jamais essayé avec les rats. Ils rangeraient plus les pièces qu'autre chose. Enfin. Allez, salut tout le monde, en espérant vous avoir donné envie d'y jouer.